Alors, Besséder, c'est très bien. Je vais juste, moi, prendre la fin de la page 14. C'est pas la peine que tu changes de page, toi. C'est juste pour qu'on revienne dans la Gemara, parce qu'on change un petit peu de Sugia. Alors, allons-y. Hop là. C'est parti. C'est parti. Je ne me rappelle plus la vérité. On avait. Allô? Oui, on est là. On vous entend, vous voir. Hein? Oui, c'est juste moi qui. Je vous... C'est vous qui. Oui, voilà, je ne voyais plus. Je ne me rappelle plus, est-ce qu'on a fini l'histoire de Etenalecha? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un petit problème de connexion. Ah. Il est frozen. Non, bon, il bouge, mais il est parti. Uh-huh. Moi, je vais donner le cours à sa place alors. Yalla. 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 Chiche ou pas chiche? Ah, Emmanuel. Mais moi, je t'ai vu souvent à l'Yeshiva, Emmanuel. Moi, je pense que laisser les Talmid Chachamim enseigner. Dès que je te vois, tu es dans une synagogue. C'est bizarre. Oui. David, tu suis les cours du Rav Shaki depuis pas mal d'années apparemment. Donc on va comme meilleur. Moi j'organise. Je ne suis pas. Moi, pendant que le Rav parle, j'organise d'autres cours. Pas le temps. Modeste avec ça. Ouais. T'inquiète. Ah, cette jeunesse. La cavote David. Ah. Ça fait plaisir. Tu fais le chien de Raphaël David. Donc, alors, que passa? Ma Corée. Emmanuel, tu as un truc dans ton micro, ça fait vachement de bruit. Ah bon. Ouais, voilà. J'enlève parce que je suis en extérieur, il y a du vent, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça. Bon, et ben voilà, c'était bien. Excellente journée. Il fait rire ce rabbin. Non, mais déjà, on est arrivé à arranger le Internet chez le Rav Benishai. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Ces derniers cours. C'est déjà énorme, ça. Parce que deux fois, on s'était arrêté en plein milieu, etc. Maintenant, moi, je vous admire. Aujourd'hui, avec le Ainara que je viens de mettre, ça ne va pas marcher aujourd'hui, mais c'est pas de souci. En tout cas, je vous admire parce que vous gérez ça, moi, je serais incapable. David. Oh, moi, j'appuie sur des boutons, hein. C'est pas le problème. Soukio Yaakov, quand il y a, c'est plus simple quand même. J'avais été. Parce qu'il maîtrise, il a la yeshiva, il sort les bouquins, les trucs, les machins, et il connaît. Ah. Il maîtrise le sujet. Oui, vous êtes très différents tous les deux. C'est chouette. On est très très bons copains depuis des années déjà. Ah oui, mais ça ne m'étonne pas parce que il est très sympa et vous aussi, alors je comprends. De qui on parle? Je n'ai pas suivi. Yaakov Zerbib. Ah. Qui est en ce moment au bac bleu-blanc. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous connaissez le bac bleu-blanc? Le pacte blanc? Le bac bleu-blanc. Ah, le bac blanc? Non. C'est toutes les écoles juives de France, presque toutes les écoles juives de France, qui, à la dernière année du bac, ils viennent une semaine en Israël et ils font le tour d'Israël, ils visitent les différents programmes, Massa, etc. Ça s'appelle le bac bleu-blanc. Et tous les ans, il y a Yaakov qui a un groupe là-bas d'une quinzaine, une vingtaine, une trentaine d'élèves. Et il leur fait faire le tour d'Israël, ils visitent. C'est chouette. Ils sont contents, les jeunes, là. Ils se préparent, en fait, pour ceux qui veulent venir, c'est l'occasion de tâter un peu le terrain, quoi. Les transitions, ouais.
Donc voilà, parce que c'est pas C'est évident une bonne- à 18 ans de monter comme ça sans les parents. Moi, Mais je trouve que c'est dur à 18 ans. Mais il y en a qui ont le courage de le faire. Hein. il y a des programmes aujourd'hui, c'est plus simple. Hein. C'est pas, ils viennent pas à 18 ans, on les met dans la rue avec 1000 euros et débrouille-toi. Hein. J'ai une amie, Gila, elle est venue à 17 Pas ans. comme on a fait nous il y a 20 ans. Ça Ah, n'existait pas, Massa. moi j'avais Massa, moi ça va. Pour moi, ça n'existait pas. Ça a commencé 2 ans après que je suis arrivé. Toi, t'as fait le Mahon Meir, non? Non, je pas fait ma première. J'étais avec Farah et après. Ah, j'ai Kfar continué ma Maïmon. Je suis revenu. Il est de retour. Ah, Baruch Hashem. Désolé. Tout d'un coup, ça s'est arrêté et j'ai compris que mon fils avait rangé l'ordinateur sans la batterie et il n'y avait plus de batterie et je ne savais pas où était rangé le Maten. Et c'est ce moment-là où, heureusement, que mon micro était éteint parce que j'ai insulté mon fils qui n'était pas présent dans la salle dans toutes les langues possibles et imaginables d'avoir touché à mes affaires. Voilà. Rav, c'est pas la solution. Il faut regarder sur Netflix Tied bon? Up with Condom something Japanese lady. So Je you sais pas, look. j'ai pas It's gonna Netflix, be comment on all fait? right. It's gonna be all right. Mais j'ai pas Netflix, comment on fait? bon, Ah, la langue des signes, Arabe. Oh gosh. Il y a La la- langue des signes. La langue des signes, hein. Nous, Mais il c'est est comme pas ça là, il est à qu'on nous a l'école. appris. Faut que Il est à ça rentre. l'école. Il faut que ça rentre. Bon, ça délire. Là. OK. En tout cas, quoi On qu'il en soit, travaille. je me rappelle plus, est-ce qu'on avait fait cette histoire de Luchot Haeven, Asher Katavti Leorotam? Traduisez pour moi. Pas certain. Non, je suis presque sûr qu'on l'a pas fait. Je crois qu'on avait fait la Gemara, mais qu'on n'avait pas vu l'explication du Rav Kook. Donc, si tu as la page 14, ça va nous aider. Attendez. Je suis presque sûr qu'on n'a pas fait l'explication du Rav Kook. Donc, allons-y. Nous sommes dans Enaya, page 14, c'est-à-dire Piska Kaf Zain. Bidiouk. Alors, dans la Gemara, on avait juste, je relis la Gemara très très rapidement, il y avait marqué comme ça. C'est 2, 4, 6 lignes avant la fin. Remonte un petit peu dans la page pour qu'on arrive à la Gemara, juste qu'on sache de quoi on parle. Voilà. Il y a marqué comme ça. ואמר רבי לוי בר חמא אמר ריש לקיש, מה דכתיב ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי לאורותם. C'est quoi ce verset qui dit qu'à la fin du Mamad al-Sinaï, Dieu il dit à Moshe, monte sur la montagne, je vais te donner 5 choses. Luchot ha'even, ha-Torah, ha-mitzvah, asher katavti leorotam. Ok, 5 choses. Et là, la Gemara nous dit, Luchot ha'even, elu aseret hadibrot. והתורה זו מקרא, והמצווה זו משנה, אשר כתבתי אלו נביאים וכתובים, לאורותם זו גמרא. מלמד שכולם ניתנו למשה מסיני. Ok? Donc ça, c'est ce qu'on avait dit. On avait expliqué ça, d'accord? Je crois. Oui. D'accord que Luchot HaEven, c'est le témoignage que Dieu nous a parlé. Ha-Torah, c'est la Torah chez Birtav, le Pentateuch. Ha-Mitzvah, c'est la Torah chez Be'alpeh, c'est ce qu'on appelle la Mishnah, mais c'est-à-dire la Halacha, la Torah orale depuis Moshe jusqu'à aujourd'hui. Asher Katavti Nevi'im ou Ketuvim. Et Leorotam, c'est Talmud, Gemara, c'est-à-dire tout ce qu'on peut apprendre sur le dévoilement divin, que ce soit les mathématiques, la physique ou les midrashim, l'Omeshane, ça marche ensemble. Donc, tout ça a été donné à Moshe Rabbeinu. Évidemment, il ne faut pas le comprendre de manière enfantine. Ça ne veut pas dire que Moshe Rabbeinu, il connaissait la machloket entre le Rav Odia Yosef et le Rav Mordechai Eliyahu. Non. Mais ça veut dire que toutes les machlokot et toutes les études de Torah qui vont arriver jusqu'à aujourd'hui ont commencé, leur point d'origine, c'est chez Moshe. De la même façon, la Torah orale est donc évidente qu'elle n'est pas l'explication de la Torah écrite, et là, les deux servent des buts différents. La Torah écrite nous explique ce que Dieu, qui nous sommes, et la Torah orale nous explique ce que Dieu veut que nous fassions. D'accord? Pour ce qui est de Nevi'im ou Ketuvim, c'est l'enseignement de la Nevoua pour toutes les générations. Et Leorotam, c'est la façon dont nous avons de regarder le monde pour y dévoiler Akadosh Baruch. D'accord? Donc ça, c'est la Gemara. Là-dessus, le Rav Kook nous dit pourquoi est-ce que les Luchot Abrit s'appellent
luchot à Even. D'accord? Donc, c'est la piska kaf zain. Allons-y. C'est-à-dire, yalla. Alors, on y va. C'est Av Ben, non? Quoi? Even, c'est Av Ben. D'accord? Mais ce n'est pas ici ce que dit le Rav Kook. Ok. C'est vrai. C'est une belle explication de qu'est-ce que c'est Even et pourquoi on met ça sur les tombes des gens. Aval zelo po mashikatu. Tov. Ok? Kara kan al luchot Even. Leda'ati bekavana meduyeket. C'est-à-dire, c'est pas stam parce qu'elles étaient en pierre. D'ailleurs, elles n'étaient pas en pierre. C'est ça qui est intéressant. Les luchot, elles n'étaient pas en pierre. On parle ici des premières luchot. D'accord? Les deuxièmes luchot, elles sont en pierre, puisque c'est Moshe qui va amener le matériau de construction. Mais les premières luchot, elles viennent d'Akadosh Baruch Hu complètement. Donc, elles ne sont pas faites en pierre. On va voir en quoi elles sont faites. Alors, Kara kan luchot even. Ledaati bekavana meduyeket. Vechen beod eize mekomot. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs endroits où on peut comprendre cela. Ukvar eir alze yafe agaon Rabbi Yosef Tzvi mi Eiklenburg. Misé Arav Yosef Tzvi mi Eiklenburg, c'est le commentaire qui s'appelle Aktav ve'Akabbalah. Aktav ve'Akabbalah, c'est un des commentateurs de la Torah, qui est un commentaire très profond, qui fait des allusions, des gématriotes, tout ça. Et donc il dit Ukvar sbier et ze yafe zal besidur iyun tefila shelo betfilat shacharit le Shabbat ou beviur katav ve'akabbalah. Donc voilà, il t'explique où est-ce que tu peux retrouver le makor et il te dit c'est quoi, de quoi on parle. Ou le da'ati enna ha'even hi ha'chomer she'alav Hashem charut, she'alav haya charut ktav ha'Elohim. C'est-à-dire, et alors, c'était la pierre était le matériau sur lequel était inscrit, gravé la parole divine ou l'écriture divine. Veine, hameshanim et Torah berishat deotem yomeru slicha ki tzarich lishmor rak et ruach haTorah vekavanata bichlala. Alors, j'aimerais que, juste avant qu'on relise cette phrase, que vous compreniez de qui le Rav Kook est en train de parler. Toute ressemblance avec un cas actuel serait purement pas fortuit et pas involontaire. Le Rav Kook ici parle de ce que nous appelons aujourd'hui les libéraux. Alors à l'époque du Rav Kook, ça ne s'appelle pas les libéraux, mais à l'époque du Rav Kook, il y a déjà la réforme mise en place en Allemagne, qui gagne du terrain en Europe occidentale, qui commence à s'implanter, alors aux États-Unis pas encore vraiment, ça viendra un peu plus tard, mais ce que va devenir le monde libéral. Et nous dit le Rav Kook la chose suivante. Il y a des gens chez Meshanim et Torah berishat deotehem vehem yomru, donc ces gens-là qui changent la Torah berishat deotehem, ils disent ki tzarich lishmor rak et ruach haTorah vekavanata bichlala. Il faut simplement garder l'esprit de la Torah et son intention générale. Achamaasim, mais les actions, hu chomer haTorah hem meshanim lefi ruach hazman. Mais les actions qui sont le matériau, si on veut, de la Torah, le support de la Torah, eh bien, ils changent en fonction des époques. Est-ce que vous comprenez quel est le problème? Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre de quoi on est en train de parler. Non, alors, vas-y, enlève 2 secondes le texte, que je puisse voir les têtes de tout le monde. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi on est en train de parler. Le Rav Kook... Pardon? Non, ça va. Le Rav Kook est en train de mettre en surbrillance un véritable problème que nous, aujourd'hui, nous vivons beaucoup plus que lui. C'est-à-dire que lui, à son époque, c'est les nitzanim, c'est les prémices, mais aujourd'hui, on est en plein dedans. Alors, de quoi on parle?
le monde libéral gagne du terrain énormément, même dans la communauté francophone. On pensait que c'était que aux États-Unis, mais ça commence à gagner du terrain également dans la communauté francophone. Et il faut bien comprendre quel est le problème. Le fait qu'il y ait des avis qui soient pas les mêmes que les miens, ben, n'est en rien du tout un problème. On a le droit d'être en marloquette. C'est beseder gamour. On a beaucoup parlé ces dernières semaines, enfin ces derniers jours, du Rav Kanievski. Le Rav Kanievski n'avait pas du tout la même façon de voir la Torah que le Rav Cherki, le Rav Ben Arosh, et ainsi de suite. Et c'est pas grave du tout. C'était des marlokot l'Shem Shamaim, v'akol beseder. Le monde libéral, il a un problème parce que, d'abord, il faut bien ne pas oublier d'où il vient. Avant de savoir quel est le problème concret, d'où ça vient, quelle est l'influence spirituelle qui va amener cette idéologie de dire que bien sûr qu'il faut garder l'esprit de la Torah, l'esprit du judaïsme. Et dans 2 semaines et demie, 3 semaines, va arriver le soir du Seder. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Les libéraux aussi vont faire le Seder. Et je suis sûr qu'il y aura aussi des matzot sur le repas, dans leur table du Seder à eux. Il y aura du pain aussi après pour le repas, parce que c'est meilleur. Mais il y aura des matzot. Et ils vont lire la Haggadah. Alors une Haggadah très certainement modifiée. Quoi, non? Tu dis non, il n'y aura pas de pain? Non. J'ai été invitée une fois à un repas de Pessah chez justement réformés libéraux, c'est-à-dire entre ma sortie et libéraux. Ouais. Et ils font les choses exactement de la même manière. Bien fait. Bah, tu vois, c'est vraiment le CDR dans les règles. Le CDR, kol hakavod. Maintenant, je te rassure, ils ne vont pas respecter les halachot de Pessah. Ça, c'est sûr que non. C'est-à-dire que peut-être que le CDR, ils le font comme il faut, mais. Les nettoyages, tout ça, ils le font. Hein. Ouais, alors, tu connais des libéraux très religieux, toi. C'est ça. Non, écoute, moi, c'est des libéraux de Genève. C'est des Sfaradim miskenim. Ah, donc peut-être que c'est des Sfaradim, mais donc ils ont quand même gardé les choses de leurs grands-parents. Ils savent comment nettoyer la maison. Mais en tout cas, venez, on prend l'exemple de ce qui se passe aux États-Unis. De ce qui se passe aux États-Unis ou de ce qui se passe, encore une fois, je le dis de plus en plus, enfin, pas de plus en plus, mais un petit peu plus également en France. Où on va te parler de la sortie d'Égypte et on va te parler de cette idée fantastique qu'est la liberté et qu'il faut savoir se dénouer des emprises qui sont tout autour de nous. Et des fois d'ailleurs, ce sont des explications qui sont très jolies et qui sont très profondes. Ce n'est pas le débat. On peut être très intellectuel et très intelligent tout en étant appartenant au mouvement libéral. Mais le problème, c'est qu'on va te dire que si tu veux, l'accomplissement de la halakha, ce n'est pas forcément obligatoire, puisque la halakha, eh bien, elle peut tout à fait changer au gré du temps. Par contre, l'esprit est le même. Maintenant, ça, c'est de facto ce qu'ils disent. Hein. Ça veut dire que la halakha, ils ne sont pas du tout mechuyavim la halakha. Ils ne se revendiquent pas comme étant la suite de nos rabbanim dans toutes les générations. Ce qui leur plaît, ils prennent. Ce qui ne leur plaît pas, ils ne prennent pas. Bon, Bessader, on ne va pas débattre là-dessus. Le fait est que d'où ça vient cette histoire qu'on réduit le judaïsme à une symbolique et qu'on enlève la pratique, eh bien, ça, c'est l'origine même du christianisme tel qu'il a été proposé à Rome par Paul. Vous vous rappelez qu'au début du christianisme… Le libéralisme est né en Hongrie. Pardon? Je pas entendu. Le libéralisme, le Tnoa libéral est né en Hongrie. Parce qu'il y avait ici une volonté… D'abord, il n'est pas né en Hongrie. C'est-à-dire, en Hongrie, il y a eu un grand problème parce qu'ils ont réussi à convaincre les autorités que c'était deux religions différentes. On appelait Perouk à Keilot. Mais bon, c'est pour ça que ça a pris énormément de poids là-bas. Mais c'est pas né là-bas, c'est né en Allemagne. Maintenant, quoi qu'il en soit, la question elle est la suivante. Au début du christianisme, on décide d'annuler les mitzvot. C'est Paul qui va annuler les mitzvot, mais par contre, il veut garder l'esprit.
Et donc, par exemple, quand il va te dire, quand on a lu dans la paracha de cette semaine, qu'on a lu ce Shabbat, qu'on n'a pas le droit de manger de cochon, eh bien, il va nous dire que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger de cochon. Ça veut dire qu'il ne faut pas se salir tel que le cochon se salit dans la boue. Et c'est ça que ça veut dire ne pas manger de cochon. Maintenant, c'est très vrai qu'il ne faut pas se salir comme le cochon se salit dans la boue. Oui, c'est vrai. Mais ça ne peut pas enlever la pratique de la halakha qui est reliée à ce verset. Or, lorsque tu décides de prendre le judaïsme et d'en faire uniquement de la symbolique, sache que ça vient à l'origine du christianisme. Même si, évidemment, que le libéralisme ne se dit pas chrétien. Bien sûr que non. Mais sache que ça vient de là-bas. Maintenant, le problème que nous avons avec cela, c'est ce que je viens de dire, et le deuxième, c'est que tu n'es plus légitime comme étant un courant du judaïsme si tu ne te revendiques pas comme étant avec le chiyuv, comment on dit en français, que tu vois comme étant une autorité la tradition et la transmission de génération en génération. C'est-à-dire que lorsque le Rav Kanievski et le Rav Cherki se disputent de savoir est-ce qu'il faut dire le Hallel à Yom HaAtzmaut ou pas, les arguments de l'un comme de l'autre sont les arguments du Talmud et des Rishonim. Et il y en a un qui dit oui, mais il y a marqué ta 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 ta, et l'autre il dit non, mais moi je sais, mais il y a marqué ta 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 ta, et débat. Mais à partir du moment où tu dis oui, il y a marqué dans le Talmud, et alors, là, ça devient donc illégitime. Et le Rav Kook fait face à cette réalité-là. Il dit il y a des gens qui veulent changer, annuler la pratique et garder uniquement l'esprit. Ils disent Chomer HaTorah, les actions, peuvent changer. Un jour, il est comme ci, un jour, il est comme ça. Là-dessus. C'est pas la réalité. Il a été confronté à ça. Je suis désolé. Une à la fois. Je n'entends pas les deux en même temps. Oh, Fison, mais moi, j'ai vécu beaucoup d'offices chez des libéraux à Genève. Oui. Et vraiment, d'abord, on fait les Radodi, Shema Israël, on fait tout dans les textes. Mais il y a un seul truc qui m'a choqué, qui a été changé, c'est par rapport à la femme. Le fait que ils n'ont pas écrit que ils enlèvent la phrase pour les femmes le matin quand on dit voilà, celle-ci est changée. Alors j'ai demandé pourquoi. On m'a donné une explication. Mais bon, à mon avis, c'est pas très valable. Mais bon, ceci dit, sinon sur le reste, vraiment, l'office, il est, il y a la ra, il y a vraiment enfin. Moi, je vois pas Madame Garibaldi, excusez-moi. Je vois pas beaucoup de différence. Deux secondes. Je ne sais pas dans quelle communauté vous avez été ou pas, mais enfin, on va pas débattre sur des choses qui n'ont pas lieu d'être débattues. Vous êtes d'accord avec moi que le monde libéral ne se voit pas comme étant un monde qui respecte le Shulchan Aruch. Enfin, on ne va pas débattre là-dessus. Le mouvement libéral, il ne respecte pas le Shabbat, il ne respecte pas la Kashrut. Pourtant, on en parle du Shulchan Aruch. C'est un livre essentiel. Mais attention, ils vont en parler et ils vont dire que c'est important et qu'il y a des choses à apprendre dedans. Mais vous êtes d'accord avec moi que le mouvement libéral, ce qui est post-nifsak la halacha, ce n'est pas forcément ce qu'ils vont faire. Ne serait-ce que dans les synagogues où on mélange les hommes et les femmes, c'est interdit dans la halacha. Donc, je ne dis pas qu'ils ne vont pas faire allusion. Quand vous entendez, par exemple, un Dvar Torah de Delphine Orviller, d'accord ? Des fois, elle va citer… Je la trouve merveilleuse, cette femme. Je la trouve merveilleuse. Pardon ? Je la trouve merveilleuse, cette femme. Alors, je vous dis ce que j'en pense. D'abord, elle est très érudite et elle est très intelligente. Et elle parle très bien. Maintenant, quand elle fait des discours, des fois elle cite le Rambam, des fois elle cite le Rav Kook, des fois elle cite plein de gens. Maintenant, est-ce qu'elle est respectueuse de la halacha telle que le Rambam qu'elle a cité auparavant a été possèque? Bien sûr que non. Ça ne l'empêchera pas de citer et de des fois prendre des choses du Rambam et de les mettre en pratique si ça correspond à sa vision du monde. Mais là où je dis que ce n'est pas légitime, c'est que je peux citer des gens parce qu'ils ont amené des belles explications et que ça me parle,
Mais moi, et j'espère que je suis orthodoxe, eh bien, moi, même quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas, eh bien, si c'est nifsak la halacha, c'est nifsak la halacha. En malahasot. Ça ne me plaît pas, moi, que 2 semaines par mois, je ne puisse pas toucher ma femme. Ça ne me plaît pas. Havalze mayesh. C'est la halacha et je ne peux rien faire avec ça. C'est comme ça. Maintenant, donc c'est pour ça que je vous dis, je ne remets pas en cause l'érudition ou la capacité de transmettre des choses. C'est pas ça. Mais dans le monde libéral, la halakha, c'est pas obligatoire. C'est absolument pas obligatoire d'ailleurs. Et donc c'est pour ça que je dis peut-être que. Je pense qu'il y a certaines halakha en effet qui sont, comme ils disent, adaptées. Bon, à l'époque d'aujourd'hui, que comme disait Jung, comme disait Marx, il disait ce que je dis aujourd'hui, il faut aussi le changer à l'époque. C'est ce que nous n'acceptons pas. C'est ce que nous n'acceptons pas. Maintenant, le rapport. Je dirais que la transmission de base est transmise. C'est là qui est tout le problème. Il y a des petits changements. Alors, selon les réformés, selon les libéraux, il y a beaucoup de mouvements différents. Oui, non, on ne va pas faire tous les trucs. Aux États-Unis, il y a encore plus de mouvements différents. Aux États-Unis, il y a les reconstructionnistes, machin, ce que vous voulez. Mais ce n'est pas le débat. Le fait est que quand vous me parlez de transmission de base, il faut bien comprendre que dans le judaïsme, l'idée et l'action sont intimement liées. On ne peut pas transmettre l'un sans transmettre l'autre. Parce que dans les faits, et là je parle de statistiques malheureusement trop connues, dans les faits, lorsque tu transmets une idée sans les actions qui vont avec, 1 ou 2 générations plus tard, il n'y a plus non plus les idées puisque tu t'es complètement assimilé. Et ça, c'est une réalité malheureusement du terrain, que ce soit aux États-Unis d'ailleurs ou en France. Donc, si vous voulez, ici nous le dit le Rav Kook, il y a des gens qui veulent changer. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu va appeler les luchot à even. Alors regardez, on revient dans le texte. Luchot à even. Kedei leotzi, David nous remet le. Voilà. Kedei leotzi. Non, toujours pas. J'arrive une seconde. Il n'y a pas de problème. Voilà, très bien. Mamash au milieu. Kedei leotzi. C'est-à-dire, kedei leotzi mideot nichzevot ka'elle. C'est pour enlever de l'esprit ces idées-là, qu'on peut changer la pratique de la Torah au gré des générations. Eh bien, Natan HaKadosh Baruch Hu et Aseret HaDibrot Shem Ot Abrit Al Kol HaTorah Kula. Il a donné les 10 paroles qui sont le témoignage de l'alliance sur toute la Torah. Bechomer even, chomer caché, she'en shum shinui yechol lishlot bo, kedivrei Chazal, shel snapirion ayu, she'afilu patish yefutzatz al yadam. להורות שאפילו החומר של התורה הקדושה, אין שום שינוי יכול ליפול בו חס ושלום. nous dit le Rav Kook, pourquoi est-ce qu'il a appelé ça Luchot HaEven? Pour nous dire que Chomer HaTorah, c'est comme la pierre, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas au gré du temps. D'ailleurs, il te dit même que ce n'est pas fait de pierre, il dit le Midrash, c'est fait de snapirion. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est le snapirion, mais c'est, d'après le Midrash, eh bien, un matériau que même si tu tapes dessus avec une masse, eh bien, c'est la masse qui se casse et ce n'est pas ce matériau en question. Donc, la seule question qui reste, c'est comment Moshe il a réussi à briser ces tables-là si elles étaient si dures que ça. Réponse, facile. Il en avait 2. Donc, il les a cassées l'une contre l'autre. Snapirion contre snapirion, ça casse. C'est-à-dire, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que pourquoi est-ce qu'on nous a donné cette Torah dans ce matériau? Pour dire que ça ne bouge pas. V'chol ha'ma'asim she'anu metzuvim mipi Hashem yitbarach be'asiyat ha'mitzvot hem chok olam davar tziva ledor vador. Que donc les actions que nous a enseignées Akadosh Baruch Hu depuis Moshe, ça ne bouge pas de génération en génération. Maintenant,
évidemment que notre Shabbat, halachiquement parlant, ne ressemble pas du tout au Shabbat d'il y a 200 ans, ni au Shabbat du désert. J'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, on a l'habitude, Shabbat, de manger chaud. Shabbat midi. C'est une révolution de manger chaud. À l'époque, on ne mangeait pas chaud Shabbat midi. Il n'y avait pas la plata. Donc, on ne pouvait pas manger chaud. On a inventé le tchoulent, la dafina, machin, pour faire cuire un truc toute la nuit. Et que ce soit encore sur les braises, encore un petit peu chaudes, mais c'était jamais vraiment chaud. Parce que même si tu me fais un feu et que tu mets ton plat sur le feu et tu ne le touches plus jusqu'à le lendemain midi, bah, à un moment donné, le feu il va s'éteindre. Donc, il y aura peut-être, ça sera peut-être encore à température un peu ambiante, mais ça sera plus chaud. Là, aujourd'hui, on mange chaud. Comment est-ce possible? On a changé la halakha. Ben, c'est ça tout le truc. La plata répond aux mêmes critères de halakha qui existent depuis Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que si on permet ça et qu'on ne permet pas l'interrupteur, c'est avec les mêmes principes de halakha qui nous viennent depuis Moshe Rabbeinu. C'est en cela qu'on te dit que la halakha, elle ne bouge pas de génération en génération. Pas que notre pratique, elle ne bouge pas, elle bouge, mais en fonction de la même halakha. Ok? וכל המעשים שאנו מצווים מפי השם יתברך בעשיית המצוות הם חוק עולם דבר ציווה לדור ודור. והנה, המארסים בנו פינת דעותיהם הרעות על ענייני תורה שבעל פה, שמצינו פעמים נגד פשיטא דקרא, ודימו שחס ושלום שינו חז"ל בתורה הקדושה. Et voilà, ça c'est une autre grande, un grand laït de ces milieux libéraux, c'est de dire que la Torah orale, elle ne nous concerne, enfin, les Chachamim, ils ont changé de ce qui avait marqué dans la Torah écrite. Et pour nous dire que bah, si eux, ils ont permis de changer, pourquoi est-ce que nous, on ne se permettrait pas de changer aussi? Et ils ne comprennent pas que non, les Chachamim de la Torah orale n'ont rien changé de la Torah orale qui a commencé avec Moshe. אבל באמת הכל קיבלו למשה מסיני בתורה שבעל פה. על כן אמר את לוחות האבן אלו 10 הדיברות. C'est pour ça qu'il a dit l'étape de pierre ce sont les 10 הדיברות, les 10 commandements. שחומר שלהם גם כן חזק בלא שום שינוי ואין אפשרות לשינוי שיחול עליו. La Torah est extrêmement d'un côté gardienne de ses valeurs, mais d'un autre côté, une de ses valeurs, c'est de voir le monde qui nous entoure. Et donc, évidemment que Moshe Rabbeinu ne savait pas cachériser un micro-ondes pour Shabbat, pour Pessah. Mais pas parce qu'il ne connaissait pas les lois de la cacheroute, parce qu'il ne connaissait pas le micro-ondes. Lorsque le micro-ondes arrive, eh ben, il va falloir étudier comment le micro-ondes fonctionne pour savoir quelles lois de cacheroute de Moshe sont applicables au micro-ondes. C'est pour ça que ça a été le grand travail, par exemple, de Reb Shlomo Zalman Auerbach, quand il raconte que dans sa jeunesse, tout d'un coup, il a vu qu'on a changé les torches qu'il y avait dans les rues de Jérusalem pour des morceaux de métal qui s'allumaient tout seuls le soir. L'électricité. Et il a dit, bah, je ne savais pas comment ça marchait ce truc. Et il a dû étudier comment marchait l'électricité sans avoir été à l'université. Il a appris de tous les livres qu'il pouvait lire sur comment ça marche pour terminer en disant est-ce que c'est moutard ou assour pendant Shabbat. C'est-à-dire? Donc c'est de cela qu'on parle. שאין אפשרות לשינוי שיחול עליו והתורה והמצווה אשר כתבתי לאורותם וכולם ניתנו למשה מסיני ולא נשתנה ולא ישתנה חס ושלום דבר השם ודבר אלוהינו יקום לעולם. C'est-à-dire, ici nous dit donc le Rav Kook que la Torah elle est éternelle. Mais quelle est cette Torah éternelle? Justement la Torah orale. Et elle est éternelle justement parce qu'elle va être la même tout en étant complètement en accord avec les générations et en évoluant de génération en génération.
Et c'est ça que je veux bien que vous compreniez la différence entre la halakha qui fait que notre Shabbat ne ressemble pas à celui d'il y a 200 ans, mais qui est toujours la même halakha, et le monde décrit ici par le Rav Kook, les prémices du monde libéral, qui dit le monde a changé, changeons les critères de halakha. Et ça, c'est un problème. C'est ça que c'est face à ça que nous devons nous battre encore aujourd'hui. Et plus le temps passe, et plus il faut se battre. Maintenant, quel est le problème? Je me permets pour la minute 30 qui nous reste de poser le problème. On a un problème. Et on retrouve ce problème dans la loi de la cacheroute et la loi de la conversion. Et je ne rentre pas du tout dans la question politique. Elle ne m'intéresse pas. Et je ne rentre pas non plus dans la question de halakha, est-ce qu'ils ont raison ou pas raison? Est-ce que c'est moutard ou pas moutard ce qu'ils font? Le simple fait qu'il y ait un débat sur la loi de la cacheroute ou la loi du Giour, c'est-à-dire le simple fait qu'il y ait un député qui ait proposé de changer les lois, de faire en sorte que, c'est parce que le grand rabbinat d'Israël n'a pas voulu regarder la réalité du terrain et réfléchir à la halakha en fonction. C'est pas qu'ils ont été possèques comme ci ou comme ça. Ils ont tout simplement décidé de ne pas voir la réalité du terrain. Pardon? Mazotomeret, que tu ne peux pas mentir à la population et tu peux pas mentir, mais tu peux pas être incohérent par rapport à la halakha. C'est pas possible. Et c'est pas possible que le grand rabbinat d'Israël donne des cacherouillottes à toutes les cacheroutes de Chutz La'aretz, quelles qu'elles soient, et qu'en Israël, ils te disent il faut qu'il y ait un monopole uniquement du grand rabbinat d'Israël. Parce que tu dis, mais attendez, je ne comprends pas. Si tu dis que c'est cachère quand il y a un autre beddin qui le fait, alors pourquoi est-ce que ce ne serait pas cachère s'il y a un autre beddin en Israël qui le fait? C'est-à-dire que tu as décidé d'ouvrir une porte, mais tu n'as pas voulu ouvrir la porte en entier. Si la porte, elle n'a pas le droit d'être ouverte parce que c'est assourd, alors ne l'ouvre pas. Mais si tu l'ouvres, alors pourquoi elle n'est pas ouverte vraiment? Et donc, ça a obligé, maintenant, ils sont obligés de réfléchir à ça, le grand rabbinat. Je ne suis pas un fervent de Chok HaKashrut, tout ça. Mais je sais que la rabbanout, ils ont bien cherché qu'à un moment donné, les gens, ils se révoltent. De la même façon, le fait qu'il y ait un monopole au niveau du grand rabbinat, c'est très important. Que le grand rabbinat soit l'autorité du judaïsme en Israël, c'est fondamental. Mais est-ce que ça veut dire que tu dois te comporter au niveau économique comme un monopole? Ça, c'est un problème. Et les gens, ils ne sont pas dupes. Il en va de même pour le Giour. De dire que tu dois être mégaillère, une réalité du terrain comme celle des Russes, de la même façon qu'on est mégaillère un mec lambda qui vient aucun rapport avec rien du tout, ben, c'est que tu n'as pas voulu voir quel était le terrain. Je ne dis pas qu'il faut, encore une fois, je ne dis pas qu'il faut faire la réforme du Giour telle qu'elle est présentée. Je dis que la situation impose qu'on y traite le sujet comme il faut. Et jusque maintenant, eh bien, le grand rabbinat a voulu faire l'autruche et ne pas traiter le sujet pour de vrai. Donc maintenant, ils sont bel et bien obligés de traiter le sujet. Mais Bezrat Hashem, ils vont le traiter comme il faut. Et ça va sortir, on va sortir grandi de tout ça. Mais je dis simplement que le fait que la situation, que le monde change, eh bien, nous impose à nous de changer, pas les klalim de la halakha, mais justement d'apprendre les changements du monde pour voir où la halakha se pose. Prenez un mec comme David Altar. Prenez un mec comme David Altar, qui est un inventeur du 21e siècle. Eh oui, le mec, il fait des applications, il est dans les startups, il est dans le high-tech. Donc lui et ses copains, ils sont en train de nous inventer, alors je sais que ça existe déjà, hein, mais je parle au futur, ils sont en train de nous inventer des voitures qui marchent toutes seules, des maisons qui marchent toutes seules, tout qui marche tout seul. Alors, je sais que ça existe déjà, je ne sais pas à quel point c'est commercialisé, mais demain ou après-demain, ta maison
elle aura des capteurs qui font qu'elles vont te voir rentrer de la synagogue le Shabbat à peu près 1 kilomètre de chez toi avec un jeu de caméra de surveillance de la rue, vu que ta maison elle sera connectée, parce que tous les trucs sont connectés, vous rigolez, mais ça va se passer. Et donc, vu que tout sera connecté, tout sera en réseau, eh ben, ta maison, elle va voir que tu rentres de la synagogue, tu es à peu près à 1 kilomètre de la maison, allez, on va dire 500 mètres de la maison, et la maison, elle sait qu'à 500 mètres de la maison, elle allume le masgan, elle allume la cafetière, elle allume tout pour que quand toi tu arrives à la maison, tout soit prêt. Ah, est-ce que ça va être moutard pendant Shabbat? Ça existe déjà sur les voitures. Hein. Non, je sais, c'est pour ça que je te dis, ça existe déjà, machin. Mais je ne sais pas si c'est tellement commercialisé les voitures. Si, quand vous arrivez, vous approchez de chez vous la voiture, elle connecte à tout. Oh, oui, mais d'accord, mais non, la voiture qui rentre à la maison, naron. Mais je dis, a priori, Shabbat, tu ne la prends pas la voiture. Non, mais ça, c'est la même question. Les gens qui s'allument quand passent devant la lumière et ça s'allume, c'est la même question. C'est ça, ça enclenche des choses. Non, c'est pas la même question. Justement, c'est pas la même question parce que le mec qui passe devant un magasin n'a aucun rapport ou qui rentre dans le couloir et la lumière elle s'allume. Moi, j'en voulais pas de cette lumière. Elle ne m'intéresse pas cette lumière. Et donc, tu rentres dans la question de est-ce que c'est psychrécha ou c'est pas, est-ce que j'en profite pas. Mais là, mon café, je vais le boire. Et oui. Et donc, est-ce que je vais avoir le droit que ma maison se soit mise en marche toute seule? Mais en fait, c'est pas toute seule. C'est moi qui suis arrivé, qui ai déclenché plein de choses. Alors, est-ce que c'est gramma? Est-ce que c'est moutard? Est-ce que c'est assourd? Il va falloir que les rabbins se posent la question. Amen. Pour l'instant, ils On leur souhaite beaucoup de koyach. Chacun son rôle. Certains font des startups, d'autres font de la route. Il y a vraiment des choses, je veux dire, très importantes à discuter au niveau de la Lara. Parce que qu'est-ce qui est de l'adaptation à un monde qui évolue? Et si cela se fait, c'est qu'Hachem le veut aussi. Mais c'est évident. C'est évident. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On fait ce que les rabbins. On est sur le pont, là. On fait ce que les rabbins ont fait il y a 80 ans, 100 ans, quand ils ont commencé à démocratiser l'éclairage et l'utilisation de l'électricité un peu partout. Et ben les rabbins se sont posé le problème. Comment ça marche? Qu'est-ce que c'est? Et ils ont pris des décisions à la RIC. C'est Besséder. Il faut le faire. Il faut le faire. Et j'ai vu le Rav Partouche, il était là, il est reparti. Je sais pas, il a eu peur. Mais il sait que vous allez maintenant lui demander de l'IFSOC sur la maison autonome. Alors il n'a pas voulu. Ashrecha, Rav, toda. Merci.